Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la page 99 de La Ligne verte du célèbre Stephen King. C'est aux éditions du Livre de Poche, la 19e version, et traduit de l'américain par Philippe Roy. Alors la ligne verte, je dois l'avouer, n'était pas du tout au programme de l'émission pour le moment. Sauf que je suis tombée sur le film en feuilletant le catalogue Netflix. Et comme c'est l'un de mes films préférés, bien évidemment que je l'ai regardé pour la énième fois. Je me suis alors rendu compte que j'avais jamais lu le livre, alors que ça fait vraiment longtemps maintenant qu'il est dans ma bibliothèque. Il est arrivé là-dedans d'ailleurs pour la même réflexion, c'est-à-dire que j'avais vu le film mais jamais lu le livre. J'ai aussi voulu me faire une culture King, alors j'avais pris ses plus connus, et bah vous savez quoi? J'ai pas aimé du tout. Cujo, terrible. Shining, d'un ennui mortel. Ça m'a coupé l'envie de lire du King, parce que au-delà du fond, qui au mieux me laissait de marbre, et au pire m'ennuyait profondément, je trouvais l'écriture banale à souhait. Avec certains livres, même si le fond n'est pas passionnant, ça a parfois le mérite d'être bien formulé, c'est agréable. Bah pas chez King. J'ai été complètement insensible au bonhomme. Et en plus de bien sentir justement que c'était un homme qui maniait le stylo. Mais voilà, je suis quelqu'un d'obstiné, qui veut comprendre et qui aime beaucoup la ligne verte. Alors pourquoi pas? Je reste ouverte à la possibilité d'enfin trouver l'origine du succès de cet auteur. Donc, pour ceux du fond qui n'auraient aucune idée de ce que raconte ce roman, lisons ce que nous dit la 4e de couverture. Paul Edgecombe, ancien gardien-chef d'un pénitencier dans les années 1930, entreprend d'écrire ses mémoires. Il revient sur l'affaire John Caffey, ce grand noir au regard absent, condamné à mort pour le viol et le meurtre de 2 fillettes, qui défraya la chronique en 1932. La ligne verte décrit un univers étouffant et brutal, où la défiance est la règle. Personne ne sort indemne de ce bâtiment coupé du monde, où cohabite une étrange souris apprivoisée par un cajoun pyromane, le sadique Percy Wetmore, et Café, prisonnier sans problème. Assez rapidement convaincu de l'innocence de cet homme doté de pouvoirs surnaturels, Paul fera tout pour le sauver de la chaise électrique. Alors c'est tout à fait ça, enfin du moins pour le film. On a un gardien de prison pour condamner à mort qui va faire la rencontre d'un détenu pas comme les autres, avec des petites péripéties pas forcément sympas avec les autres prisonniers, les collègues et, sans spoiler, une petite souris assez emblématique de l'histoire. C'est d'ailleurs en parlant de Mr. Jingles que s'ouvre notre page 99. Allons-y pour l'instant lecture. C'était logique, mais faux. La souris est reparue le lendemain soir, qui se trouvait être la première des 2 nuits où Percy Wetmore n'était pas de service. Steamboat Willie s'est pointé sur le coup des 7 heures. J'étais là pour le voir faire son entrée. Et il y avait aussi Dean et Harry Terwilliger, qui étaient de permanence. Je faisais la journée cette semaine-là, mais j'étais resté à bavarder avec le chef, pour qui l'échéance se rapprochait. Bitterbuck, tradition indienne oblige, la jouait stoïque, mais je voyais bien que l'angoisse de la faim croissait en lui comme une fleur vénéneuse. Alors, on a parlé. On pouvait le faire pendant la journée, mais ce n'était pas l'idéal avec les cris et les bruits de conversation dans la cour de promenade, sans parler des bagarres de temps à autre, le cling-cling-cling des emporte-pièces de la tôlerie et les gueulantes des gardiens. À partir de 4 heures, ça allait un peu mieux et, après 6 heures, encore mieux. Oui, de 6 à 8, c'était l'idéal. Passé 8 heures, les idées noires se levaient en même temps que la nuit et on pouvait voir défiler de méchantes ombres dans leurs yeux. Il était temps d'arrêter les frais. Oh, ils entendaient toujours ce que vous leur disiez, mais ça n'avait plus de sens pour eux. Passé 8 heures, ils se préparaient à la longue veille nocturne, avec toujours les mêmes questions. Quel effet ça faisait, cette calotte de fer sur la tête? Quelle odeur avait cette cagoule noire qu'on abaisserait sur leur visage en sueur? Alors comme pour chaque traduction, c'est délicat parce que c'est pas directement l'écriture de King, mais on va faire comme si c'était le cas. De tous les livres que j'ai lus de lui, j'ai jamais été frappée par le style, toujours très simple et classique, sans phrases qui restent ou qui se démarquent vraiment. Je rappelle qu'un style fluide, c'est le minimum syndical de ce qu'on demande, c'est pas censé être un bon point. C'est pas foncièrement le cas avec cet extrait, et je sais pas si ça vient du facteur analyse, du facteur traduction, ou c'est juste le facteur livre, dans le sens où c'est un livre différent des autres. J'ai envie de dire que c'est le facteur livre. Allez.
Vous me connaissez maintenant et vous savez ce que je vais dire, sur quoi vous vous attendez à ce que je râle, que c'est écrit à la première personne. Eh ben non. Vous savez pourquoi? La quatrième de couverture répond déjà à cette question. Il s'agit des mémoires de Paul Edgecombe. Ça tombe sous le sens, parce qu'à moins de s'appeler Johnny ou Delon, quand on écrit ses mémoires, on ne parle pas de soi à la troisième personne. On les écrit au jeu. Et là je valide. Enfin, l'usage du jeu est logique et respecté. Et ça me fait plaisir. Je suis d'autant plus ravie qu'on a un style plus démarqué et imagé. Je pense à celle de l'angoisse qui prend la forme d'une plante vénéneuse qui croît. C'est le sentiment qui plonge ses racines en profondeur. Ça prend de la place, elle nous empoisonne. Elle tue aussi sûrement que la chaise et fait en sorte qu'il n'y ait plus qu'elle en nous. On remarque aussi celle qui clame les idées noires se levaient en même temps que la nuit, et on pouvait voir défiler de méchantes ombres dans leurs yeux. Je l'aime beaucoup. La nuit appelle la noirceur qui sommeille en eux. Elle les possède parce qu'elle a déjà un pied dans leur âme. Plus largement, on a un couple temporalité et sensorialité qui se forment et œuvrent de concert. Paul parle des heures de journée, pleines de bruit, tant et si bien qu'ils ne peuvent même pas discuter à l'intérieur en toute tranquillité. D'ailleurs, on nous le montre, on nous le dit pas. Oh là là, c'est trop bruyant, on peut pas parler. Non, on nous charge d'exemples jusqu'aux onomatopées. Et pas besoin d'expliquer qu'effectivement, avec tout ça, c'est pas un timing idéal. Mais à mesure que les heures passent, les nuisances s'amenuisent, le bruit disparaît. Le temps se resserre autour de ce condamné, et on étrangle tout autant ses sens. D'abord, on lui retire les sons. Ensuite, la nuit aveugle. Elle remplace la vue par des ombres, de méchantes ombres. Elle retire l'ouïe. Ils entendent, mais le sens s'évanouit. Et bientôt, ils sont réduits à ce qui est immédiatement perceptible. La calotte sur la tête, une odeur sur le visage. La nuit et la plante de l'angoisse auront annihilé tout le reste. On sent avec eux le temps qui s'égrène. On nous parle de l'échéance qui approche, de la longue veille nocturne jusqu'au plus rien, qui s'incarne dans cette fameuse cagoule qui prend tout, dernière sensation avant la mort. Le temps est contenu dans un entonnoir presque palpable. Si dans le fond, on en apprend sur les condamnés à mort dans leur globalité, on en apprend aussi sur Paul, notre protagoniste. C'est subtil, mais on voit que c'est un homme bien, ou du moins qui prend soin des autres. Ces autres, ce sont des prisonniers, des condamnés à mort. Mais Paul, lui, fait au mieux pour les consoler. Comme on le sait, c'est simple. Il dit lui-même au début de l'extrait qu'il était de journée, mais qu'il était resté pour causer avec le chef, le fameux Bitterbuck. Il prend sur son temps libre pour jouer au psy avec un détenu. Pourquoi? Parce qu'en journée, ils ne peuvent pas discuter tranquillement. Ils pourraient, mais ça n'aurait pas le même impact. Il réfléchit au timing parfait, parce que s'il cause trop tard, ses paroles n'atteindront pas le chef, qui sera submergé par ses propres ombres. Il veut vraiment parler avec lui. Et on en parle de son observation sincère. Bitterbuck, l'Indien, fait tout pour jouer au dur insensible et cacher ses émotions. Paul pourrait très bien dire « Ok frangin, je te laisse, t'as l'air de gérer ». Mais non, il arrive à voir derrière le masque, ce qui prouve qu'il y met du sien, que c'est pas de la surveillance de surface. Paul est attentif et sensible aux états d'âme des autres, même de ceux de prisonniers qu'on a jugés bons pour la chaise électrique. Cette peine de mort, cette chaise, elle les fait flipper tous ces condamnés. Et y a de quoi. C'est une chose de connaître l'heure de la mort de quelqu'un, mais c'en est certainement une autre de connaître la sienne. Je suis pas là pour ouvrir le débat sur la peine de mort, on est là pour parler de livres et de culture. Et justement, cet extrait m'a fait penser au système de peine de mort qu'il y a au Japon. J'ai eu l'occasion de me pencher dessus au cours de ma lecture du roman La leçon du mal de Yuzuka Kishi, où le protagoniste y fait allusion. De nos jours, même aux USA, on n'utilise plus la fameuse chaise électrique. C'est une injection létale indolore. Mais pas au Japon. Non, au Japon, les condamnés à mort sont pendus. Très moderne, n'est-ce pas? Mais surtout, ils sont informés de leur date d'exécution, le jour J. Question préparation psychologique, on se situe là. Et je pense pas qu'il y ait un Paul Edgecombe prêt à faire la causette avec eux pour les rassurer ou qui accure leurs états d'âme. Autant, dans la ligne verte, il me semble qu'ils savent en arrivant en cellule qu'ils en ont pas pour très longtemps. Le document avec la date d'exécution arrive relativement vite. C'est tout au plus un hall d'attente, je crois. Mais nos condamnés japonais, eux, ils peuvent attendre des années, voire des dizaines d'années, parce qu'il faut la fameuse signature du ministre de la Justice. Et il faut savoir que les ministres de justice, au Japon, ils défilent, littéralement.
Ils se succèdent encore plus vite qu'en France, puisqu'il ne reste que quelques mois à chaque fois. Donc rien d'étonnant à ce qu'ils repoussent les signatures tout le temps. Et les prisonniers, eux, ils restent dans leurs cellules à attendre. Attendre seuls d'ailleurs, puisque les condamnés à mort sont isolés. Pour le coup, vraiment pas de Paul Edgecombe du tout. Et les stats disent qu'en 2011, près de la moitié sont en stress psychologique si intense qu'ils en font des insomnies et ont des hallucinations. Je pense pas que Bitterbuck aura moisi 30 ans seul sur la ligne verte, et à ce stade, je trouve que c'en est ridicule. La dernière exécution au Japon est en 2022 et en 2021 aux USA. On ne cite pas les nombreux pays qui l'appliquent encore, mais c'est toujours intéressant de voir comment la littérature s'empare de ces problématiques-là. Je vous encourage vivement à regarder l'adaptation en film de La Ligne Verte par Franck Darabont avec Tom Hanks, qui est sorti en 99, mais qui franchement ne vieillit pas. Je vous invite aussi à visionner l'analyse qu'en fait Link the Sun dans son 50-50, notamment le plan par plan de la fameuse exécution de Ed, c'est vraiment une vraie pépite. Merci d'avoir été avec moi durant cet épisode sur La Ligne Verte de Stephen King. Comme toujours, je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé, si cette page et présentation vous a donné envie de le lire ou pas, et si vous avez vos désaccords avec ce que j'ai pu dire. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de partager si l'épisode vous a plu, ça m'aide beaucoup. Et à la prochaine pour une nouvelle page 99.